Durant l'année 2016, tous les médias espagnols partagent en masse l'information concernant la disparition d'une jeune madrilène, Diana Quer. Mais bien que cette couverture médiatique soit une des plus importantes réalisées dans le pays, la jeune fille reste introuvable. Que s'est-il passé? A-t-elle fait une mauvaise rencontre sur le chemin du retour? A-t-elle eu un accident? Entre caméras de surveillance, localisation GPS et témoignages, les policiers travaillent sans relâche sur cette affaire pour enfin découvrir la vérité un an plus tard. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Diana Quer, 18 ans, vit habituellement à Pozuelo de Alarcón, situé au sud-ouest de la ville de Madrid. Elle a l'habitude de passer ses vacances d'été avec sa mère et sa sœur dans la commune d'Apobra de Carameñal, en Espagne, depuis le divorce de ses parents. Et elle se trouve justement là-bas durant le mois d'août 2016. Le 22 août 2016, des célébrations ont lieu en ville et la jeune fille décide de s'y rendre afin de rejoindre des amis et de faire la fête avec eux. Sa mère, qui s'appelle Diana également, la dépose au niveau du parc Valle Inclán avant de revenir au domicile et d'ainsi laisser sa fille profiter de cette soirée de célébration. La soirée se déroule sans problème, tout le monde s'amuse et profite de cette chaude soirée d'été. Vers 2h30, Diana décide de rentrer chez elle et elle doit faire la route à pied seule. Elle envoie un message à un ami pour le tenir au courant et elle lui indique qu'elle lui enverra un message dès qu'elle sera rentrée. Sur le chemin du retour, elle aperçoit un autre ami devant la pizzeria Mimanda Picone et elle reste quelques minutes à discuter. Puis, elle reprend son chemin, qui consiste surtout à longer le bord de la mer pendant 20 minutes. Cependant, à 2h42, Diana envoie un nouveau message à son ami dans lequel elle écrit « Je commence à avoir peur, un gitan m'a interpellée ». À ça, son ami lui répond « Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Et l'homme lui aurait dit « La brunette vient ici ». Mais lorsque ce même ami lui demande ce qu'elle a répondu à ça, il n'obtient aucun message de sa part. Il ne s'inquiète pas outre mesure car juste avant, Diana lui avait dit qu'elle n'avait presque plus de batterie. Donc il se dit que ça doit être la raison de son silence. Le matin assez tôt, vers 8h30, la mère de Diana se réveille et elle constate que la chambre de sa fille est vide. Elle ne semble pas être rentrée dormir et elle ne répond pas non plus à son téléphone portable. Elle patiente, elle appelle les gens qu'elle connaît dans le coin pour leur demander s'ils savent où se trouve Diana, mais personne ne le sait. Lorsque midi sonne, elle décide de prévenir la police et celle-ci se met en action très rapidement afin de mener l'enquête. Tout d'abord, le premier élément est de tenter de localiser le téléphone de la jeune fille et les policiers ne peuvent pas puisqu'il est éteint. Mais par contre, ils sont en mesure de découvrir que le portable a borné pour la dernière fois sur le pont de Tarragona, proche de l'autoroute. Cependant, sur ce pont, il n'y a aucune trace du portable ni de la jeune fille. Il faut étudier d'autres éléments. Ils tentent à présent de reconstituer les mouvements de Diana durant cette soirée. Ils apprennent que la disparition s'est produite alors qu'elle rentrait de la soirée et qu'elle marchait dans la ville, et grâce aux données de localisation qu'ils ont pu obtenir, ils pensent qu'elle est montée dans une voiture entre son départ de la soirée et le moment où son téléphone a borné sur une autoroute vers 2h58. Autre information qui les conforte dans l'implication d'un véhicule, c'est qu'il est indiqué que le téléphone de la jeune fille a parcouru une distance de 17 km en seulement 14 minutes. Une chose impossible en étant à pied. Et les recherches continuent ainsi pendant plus d'un mois sans qu'on ne découvre une piste concernant la disparition de Diana Quer. Et les médias sont énormément impliqués dans l'affaire, tout comme les policiers qui travaillent sans relâche. Malheureusement, ils sont limités par les éléments qu'ils ont à leur disposition. Et l'enquête sur la personnalité de Diana et sur ses proches ne fait pas non plus avancer les choses. Mais la diffusion de l'information continue et s'amplifie à travers d'autres pays européens comme la Belgique, l'Italie, le Portugal, la Suisse et la France. Le 27 octobre, il y a du nouveau. Un pêcheur qui se trouvait sous le pont Tarragona a remarqué un objet dans l'eau, un téléphone portable. Il a le réflexe de prévenir les autorités qui viennent le récupérer
et qui comprennent alors qu'il s'agit du téléphone de Diana. Et il se trouve bien dans la dernière zone dans laquelle il a borné le 23 août. Étant donné que le portable a été découvert dans l'eau sous le pont, les policiers suggèrent que celui-ci a dû être jeté depuis le haut de ce pont. Peut-être était-ce le conducteur du véhicule dans lequel Diana se trouvait qui s'en est débarrassé en passant ici. Mais comme vous pouvez vous en douter, après avoir passé plus de 2 mois dans l'eau, le téléphone est inutilisable et les policiers peuvent seulement espérer accéder à celui-ci s'ils parviennent à le restaurer. En attendant d'avoir une réponse concernant le téléphone portable, les policiers sont parvenus à identifier plusieurs véhicules dont les passagers ont eu leur téléphone qui ont borné aux mêmes endroits que Diana à certains moments lors de sa disparition. 3 véhicules sont identifiés et examinés par les autorités et il y a un des propriétaires qui a un profil particulièrement intéressant pour la police car celui-ci a déjà eu plusieurs problèmes avec la justice dans le passé. Il s'agit de José Enrique Abuin, que tout le monde appelle par son surnom El Chicle. Ce nom espagnol signifie chewing-gum, mais selon un dictionnaire urbain, cela peut également être utilisé pour parler d'une personne qui est toujours dans le coin, mais dont personne ne veut la présence. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs apprennent que cet homme marié et père d'une petite fille vit à Rianxo et surtout qu'il a été impliqué lors d'une enquête concernant un trafic de drogue. Et encore plus accablant, cet homme a été accusé de viol de la part de sa belle-sœur qui a finalement laissé tomber les poursuites. Cependant, bien qu'El Chicle semble représenter un suspect potentiel, la piste tombe à l'eau après avoir consulté les données concernant les lieux où son téléphone portable a été localisé. Il y a des moments où cela correspond avec l'endroit où se trouvait le téléphone de Diana, mais leur chemin semble finalement se séparer puisque les 2 téléphones bornent à 2 endroits opposés de la ville, semblent montrer que chacun est sorti de la ville en utilisant des routes différentes. Et puis cet homme a un alibi. Il dit que cette nuit-là, il est allé faire la fête dans cette ville, mais en compagnie de son épouse. Bon, finalement, lorsqu'il est à nouveau convoqué au poste avec sa femme, il revient sur sa version et il indique qu'il ne faisait pas la fête toute la nuit, mais qu'en réalité, lui et son épouse sont allés voler de l'essence et elle confirme sa version des faits. Les beaux-frères d'El Chicle sont à leur tour interrogés et eux aussi confirment que leur sœur et leur beau-frère étaient occupés à dérober de l'essence la nuit du 22 août. Mais il y a tout de même un élément qui ne va pas dans leur sens. Le fait que le téléphone portable de l'épouse n'a pas été localisé à l'endroit donné, mais il a émis des données depuis le logement. Son téléphone portable la localise donc chez elle. De ce fait, cet homme reste toujours le suspect principal pour la police. Pourtant, sans plus de preuves et d'informations, l'affaire n'avance pas. Et au bout de quelques mois, elle est même classée temporairement. En avril 2017, les policiers soumettent tout de même le dossier à un juge pour obtenir un mandat d'arrêt contre El Chicle. Mais le juge, voyant que le dossier n'est pas assez solide pour un procès, refuse cette demande. Il faut absolument découvrir d'autres preuves. C'est justement ce qui se produit le 6 juillet 2017 lorsqu'une compagnie a été en mesure de restaurer les données du téléphone de Diana. Les policiers peuvent accéder au contenu du téléphone portable, ils peuvent, grâce à ça, en apprendre plus sur ses déplacements. Alors, avant, ils avaient seulement accès aux données des antennes de la région, et maintenant, ils ont directement accès aux données transmises par le GPS du téléphone. Et cette découverte change tout, puisqu'elle permet aux enquêteurs de comprendre que les heures n'étaient pas les bonnes. Il s'avère qu'une des caméras routières avait un problème d'horaire et affichait en réalité un décalage de 14 minutes. Il faut alors tout revoir et reconstituer les lieux et les horaires de façon beaucoup plus précise afin de voir qui était à proximité de la jeune fille au moment de sa disparition. Dans le but d'avoir un dossier solide, la police demande le téléphone de leur suspect principal, El Chicle, pour obtenir la totalité de ses données de géolocalisation. Et l'examen de celui-ci change tout. Déjà, les policiers constatent qu'avant de rendre son téléphone, l'homme a bien pris la peine de formater tout celui-ci. Mais le GPS a tout de même conservé ses déplacements. Et ceux indiqués d'après le téléphone ne correspondent pas tous à l'endroit indiqué par les antennes. Alors, concernant ce point, il se peut que ce soit dû au nombre important de personnes dans la ville cette soirée-là. Lorsqu'il y a trop d'informations, certaines antennes placées plus loin
prennent le relais et de ce fait, on peut se retrouver à un autre endroit que celui-ci vers lequel le téléphone a borné. En réalité, El Chicle se trouvait à l'intersection del Paseo del Arenal et de la rue Venecia au même moment que Diana. C'est là qu'il a dû l'interpeller et puis l'enlever. Et une autre preuve vient compléter le dossier en novembre. Il s'agit d'un enregistrement d'une caméra de surveillance d'une station-service située au niveau de l'autoroute, un lieu depuis lequel le téléphone de Diana avait été localisé vers 2h58. Et dessus, on peut apercevoir le même véhicule que celui conduit par El Chicle. Mais pour le moment, il n'est pas arrêté, car avant ça, les policiers veulent être sûrs d'avoir un dossier final et solide. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu lorsque le 29 décembre, El Chicle est arrêté pour tentative d'enlèvement. En effet, l'homme de 41 ans s'est approché d'une jeune femme à Boiro et il a tenté de la mettre de force dans son coffre de voiture avant que des passants ne lui viennent en aide. Elle a été en mesure de donner une description de l'homme et surtout sa plaque d'immatriculation qui a mené à l'arrestation du suspect. Et là, tout s'enchaîne vite. La nouvelle de l'arrestation fuit dans les médias et tout le monde a les yeux rivés sur les actions des autorités. La même journée, la femme d'El Chicle est arrêtée à son tour. Le 30 décembre, après une nuit au poste de police, la femme du suspect craque et avoue tout. Elle avoue que son mari n'était pas du tout avec elle cette nuit-là, et elle ne sait pas où il était réellement. Mais pour sa défense, elle dit ne pas avoir menti volontairement lors du premier interrogatoire, elle a seulement confondu les dates. Puis le 31 décembre, le suspect craque à son tour, et il admet son implication dans la disparition de Diana Quer. Mais tout ça est un accident. Il n'a pas voulu lui faire de mal, cette nuit-là, il a heurté mortellement la jeune femme avec son véhicule, il a paniqué, il a caché son corps. Cette version ne convainc pas vraiment les policiers et, à force d'interrogations, El Chicle cède et donne une nouvelle version loin de la cause de l'accident. Il a bien croisé la route de Diana et il l'a forcée à monter dans son véhicule. Il l'a enlevée dans la rue alors qu'elle rentrait chez elle. La jeune fille, par la suite, a montré beaucoup de résistance et, dans la panique, pour qu'elle se taise, il l'a étranglée. À la fin de ses aveux, il accepte de mener les enquêteurs auprès du corps de la jeune fille qui se trouve dans un puits à 8 mètres de profondeur, pas très loin du domicile familial du responsable. Toute l'Espagne est choquée par la nouvelle. Tout espoir de retrouver la jeune Diana est anéanti par la découverte. La propre mère d'El Chicle fait une annonce publique et déclare ceci à son sujet. « Nous sommes ses parents, ceux du meurtrier. Je le dis comme ça, avec ces mots. C'est mon fils, mais c'est un monstre. Je n'ai pas donné naissance à un monstre, mais c'en est un. » Malheureusement, étant donné que le corps est resté dans le puits durant plusieurs mois, l'autopsie ne permet pas de révéler tout ce qu'il s'est passé. Il s'agit bien d'une mort par strangulation, mais le médecin légiste pense que cela a été fait à l'aide d'une corde et non pas de façon manuelle comme l'indique le responsable. Mais il reste l'hypothèse d'une agression sexuelle, un motif probable de l'enlèvement, et celui-ci ne peut pas être affirmé par l'expert. Et surtout, le suspect nie tout acte sexuel. Un premier procès se déroule en avril 2019. El Chicle fait face à l'accusation de tentative d'enlèvement qui a mené à son arrestation. Il est reconnu coupable et il écope d'une sentence de 5 ans de prison. Le deuxième procès s'ouvre le 12 novembre 2019 et il concerne l'enlèvement et le meurtre de Diana Quer. Lors de ce procès, il y a un enjeu pour l'accusation. Elle souhaite obtenir la peine à perpétuité comme condamnation. Mais cela peut seulement arriver sous certaines conditions. Une d'entre elles peut être de démontrer que le motif derrière l'enlèvement et le meurtre était sexuel. Pour ce faire, un expert médico-légal se présente à la barre et indique que, bien qu'on ne puisse pas prouver une agression sexuelle dans cette affaire, l'autopsie a tout de même permis de montrer que la victime a pu avoir un rapport sexuel violent avant, comme le suggère un œdème important au niveau de la région génitale. À la fin du procès, El Chicle est reconnu coupable de meurtre et il obtient une peine permanente révisable. Cette particularité de la justice espagnole et cette condamnation signifie que le coupable doit effectuer au moins 25 ans de prison avant de pouvoir demander à ce qu'on réexamine la durée de sa peine. Il a aussi été condamné à verser 130 000 € à chacun des parents de Diana et 25 000 € à sa jeune sœur Valeria. Plus tard, on apprendra à travers des échanges de courriers que le coupable a eus
qu'il ne montre aucun signe de remords lorsqu'il parle de Diana et il essaye même d'impliquer sa femme dans la responsabilité de l'acte. L'affaire Diana Quer a fait beaucoup de bruit en Espagne et également en Europe, et cela a entraîné des critiques de la part de certaines personnes et de médias. Il a été dit que les mesures prises autour de la disparition étaient disproportionnées, et que cela était surtout dû au fait que Diana était une jolie femme, blanche, avec des moyens financiers. Il parle alors du syndrome de la femme blanche disparue, terme que l'on a déjà entendu dans des affaires de disparition, comme une assez récente, celle concernant Gabi Petito. Pour appuyer cette idée, certains médias prennent comme exemple une autre disparition, un jeune homme cette fois, qui a aussi eu lieu dans la région 3 jours après celle de Diana. Et pour cette affaire, il n'y a pratiquement eu aucune couverture médiatique. Et les méthodes utilisées par les médias ont aussi été critiquées, car certains d'entre eux étaient prêts à tout pour pouvoir écrire des articles et vendre. Certains ont tenté d'impliquer les parents, de mettre le doute sur une possible culpabilité, et d'autres ont même commencé à mettre la faute sur la victime, critiquant sa tenue et suggérant que ses vêtements ont pu inciter à l'enlèvement. Imaginez-vous la douleur des parents en lisant tout ça à leurs propos et à propos de leur fille. Ça devait être insoutenable de devoir faire face à ça, en plus de la disparition de Diane. Cette affaire a également soudé la communauté d'Apobrado Carmignal, qui pour ne jamais oublier l'image de Diana, a érigé une statue en son honneur dans un des parcs. C'est tout pour cette affaire, j'espère que le fait qu'on parle d'une affaire espagnole vous a intéressé. Ça m'avait été demandé de faire des cas qui ne sont pas aux États-Unis et celui-ci me semblait avoir été assez couvert en Espagne mais beaucoup moins au niveau du YouTube francophone. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer le contenu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.